Alors, on va revenir évidemment sur cette définition et surtout, ce qui est intéressant, c'est de développer un peu sur tous les termes qu'elle comporte. Donc, on va commencer par la systémique, en fait. Donc, qu'est-ce que c'est que l'approche systémique? C'est d'abord s'occuper des systèmes. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un système? C'est un ensemble complexe d'éléments organisés situés dans un environnement spécifique évolutif qui agit et réagit en transformant des flux d'informations, d'énergie ou de matière pour assurer son développement ou sa survie. Donc cet ensemble s'autorégule par des ajustements successifs. Donc la systémique, c'est quoi? C'est une approche scientifique des systèmes politiques, économiques, sociaux, donc qui s'oppose à la démarche rationaliste en abordant tout problème comme un ensemble d'éléments en relation mutuelle. Donc évidemment, ça a été découvert dans d'autres disciplines comme la cybernétique, la théorie de l'information, utilisée aussi en biologie, en linguistique ou évidemment en anthropologie. Donc c'est une théorie aussi qui considère que tous les savoirs sont organisés, notamment en sciences humaines, et qui sont susceptibles d'être reliés entre eux, de telle sorte qu'ils constitueraient donc un ensemble cohérent. Donc la stratégie systémique, la définition, c'est l'art d'identifier ou comment agir sur un système pour le mobiliser vers le changement souhaité. Donc il y a une notion intéressante aussi sur l'évolution du système et le changement. La stratégie systémique consiste à définir sur quel point d'appui du système à considérer portera la mise en œuvre d'actions qui, en utilisant, contournant ou neutralisant les résistances, mettront les acteurs en mouvement afin d'atteindre les résultats attendus du changement. Donc voilà, donc le but, c'est vraiment d'utiliser une stratégie. On va voir avec des circularités qui sont déjà existantes, sur lesquelles on va pouvoir, entre guillemets, taper, à quel point d'appui de l'ensemble du système ou d'une partie du système on va pouvoir mobiliser pour obtenir donc un résultat et en général un changement qui va être souhaité. Donc voilà, on va revenir un petit peu sur les circularités. Donc là, ce qu'on va voir, c'est qu'à partir des boucles systémiques, on va passer d'une causalité linéaire à une causalité circulaire. Donc on va prendre un cas clinique, madame A qui a des douleurs chroniques, qui évidemment fait des consultations médicales, qui se sent fragile, qui évidemment bouge moins, qui finit par s'isoler chez elle, et son humeur et son sommeil vont décliner. Donc on a une chronicisation en cycle, en fait, qui apparaît à partir justement d'une douleur qui peut être initiale et qui va se chroniciser. Il y a une autre boucle qui apparaissent, médicale. Sur ces consultations médicales, évidemment, il va y avoir des prescriptions dentalgiques, examens complémentaires et consultations de spécialistes. Tout ceci va augmenter, va faire qu'on va y avoir des attributions causales aussi qui vont être, initiées, par elle, des croyances par rapport à sa maladie, par rapport aussi, des attentes par rapport aussi aux consultations, ce qui va augmenter évidemment le catastrophisme. Le médecin va aussi augmenter les prescriptions dentalgiques, les prescriptions d'examens complémentaires ou les consultations, ce qui va provoquer donc et aussi des peurs et des évitements de ces actions, euh, aussi de l'auto-efficacité qui va commencer à dégringoler et évidemment des prescriptions d'antidépresseurs et de somnifères pour essayer de réguler son humeur et son sommeil. Donc on a quelque chose comme ça qui apparaît, qui est circulaire. Si on essaye de généraliser un petit peu, ce qu'on peut voir, eh ben, on voit qu'entre un événement A, B et C, dans cette notion de circularité, ben, il y a des tentatives de solutions, hein, ces circularités qui sont bien souvent invisibles. Les tentatives de solutions qui sont légitimes, qui sont parfois rationnelles, qui ont marché à un certain moment, mais plus du tout aujourd'hui. Il y a aussi beaucoup de jugements, beaucoup de croyances qui sont erronées, qui fait qu'on reste dans ce système et on a du mal à en sortir. Beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources sont utilisées. Les gens disent souvent: «J'ai tout essayé» et bien souvent, ils persistent avec la meilleure intention du monde, donc pour essayer de changer quoi que ce soit. Mais bien souvent, plus ça change, plus c'est pareil, donc cette circularité fait qu'on n'en sort pas et bien souvent, le problème n'est rien d'autre que sa propre solution. Évidemment, sur les histoires de focalisation, de croyances, travailler aussi sur les émotions. Il y a des choses à éviter, hein. Les pensées limitantes, les attentes aussi des patients, les phénomènes de catastrophisme, des peurs, évitements, on a vu, des stratégies de coping,
des jugements aussi, des tentatives de solutions qui sont inefficaces et qui ont marché un moment et qui marchent plus. Explorer aussi la vision du monde des patients. Il y a bien souvent des processus de généralisation qui sont des fois délétères ou parfois profitables, des phénomènes d'interprétation, des distorsions cognitives en particulier, qui aboutissent bien souvent à des automatismes ou à des heuristiques qu'il convient évidemment de changer. Donc aujourd'hui, il faut travailler sur la notion de flexibilité, la notion de défocalisation, bien souvent aussi des phénomènes de recadrage, travailler sur les valeurs, travailler sur les émotions qui peuvent être évidemment limitantes ou invalidantes, travailler aussi sur les attentes, sur les sentiments d'auto-efficacité, travailler aussi et aller rechercher des ressources, bosser sur les processus de changement, d'abstraire la logique aussi, travailler sur l'acceptation, sur l'autonomie, la reconnaissance et le sens. Ça, c'est important, notamment dans les domaines professionnels, les interactions. Travailler aussi, évidemment, doit-on continuer à penser avec une pensée linéaire analytique ou plutôt à penser circularité. Alors la pensée systémique, elle émerge avec l'école de Palo Alto dans les années 50 et avec les travaux aussi de Gregory Bateson et en 68 avec les travaux de Ludwig von Bertalanffy. Alors ça a donné aujourd'hui l'approche narrative, qui est une thérapie brève, avec un socle philosophique, avec Michel Foucault, avec la notion d'histoire dominante, avec Paul Ricoeur aussi, avec la narration comme une reconstruction de l'identité du temps et du récit, avec Jacques Derrida avec le concept de déconstruction et avec Gilles Deleuze avec les notions de territoire. C'est fondé en Australie dans les années 90 par Michael White et David Epson. Donc, qu'est-ce que c'est que la thérapie narrative? En fait, elle avance que les personnes sont construites par des récits de vie, elles sont construites par des narrations qui sont des constructions groupales, influencées par le contexte social dans lequel elles s'insèrent. Donc, c'est les notions d'histoire dominante, donc les notions d'intention fondamentale de l'approche narrative est vraiment la co-construction des récits alternatifs et la posture du thérapeute qui est dite décentrée et influente. Le thérapeute ne se considère pas comme un expert extérieur au système, mais il fait partie du système. Et trois phases différentes, c'est ce qu'on appelle l'externalisation, c'est-à-dire que le problème n'est pas la personne et la personne n'est pas le problème. La notion de déconstruction, sur ces histoires dominantes qui sont bien souvent familiales, hein, et la création aussi de récits alternatifs. Donc la question qu'on se pose, c'est sur l'identité narrative, la notion de responsabilité et des fois la notion de culpabilité. Donc ça a donné aussi les thérapies brèves. Les thérapies brèves, donc qui sont les TCC, donc les thérapies cognitivo-comportementales, avec bien souvent une situation, donc quelque chose arrive, on a des pensées, donc la situation est interprétée avec des pensées qui peuvent être évidemment profitables ou non profitables, des pensées qui peuvent être erronées, avec des émotions aussi, qui est une résultante de la pensée, des émotions ou qui sont à l'initiative de la pensée aussi, donc en premier lieu, et des pensées qui peuvent être évidemment inadaptées aussi, négatives ou carrément positives, mais tout dépend un peu du problème. Et tout ça, c'est associé aussi à des comportements. Donc c'est une réponse aussi à l'émotion et à toutes ces pensées, des comportements qui peuvent être adaptés ou inadaptés. Donc ça a donné des approches, ce qu'on appelle centrées sur la personne, à l'initiative de Carl Rogers. Donc la question à poser, c'est qu'est-ce qu'on est plutôt orienté sur des approches centrées sur la personne ou des approches centrées sur la pathologie? Donc le mathématicien François Viette, qui a introduit la notation symbolique à la place de la notation numérique. C'est ainsi que va naître le concept de variable. Donc une variable, elle n'a pas une signification en soi, elle va prendre du sens en étant en relation avec d'autres variables dans un concept de fonction. Donc, et ça n'a pas vraiment de sens de prendre une variable, un individu par exemple, et d'essayer de le comprendre indépendamment des autres. Donc les autres sont représentés par son environnement social, son environnement professionnel, son milieu familial. Donc là, c'est important de voir en fait, jouer que sur une variable sans considérer l'environnement de cette variable en relation avec ce concept de fonction,
Donc et la fonction en fait de l'individu, par rapport justement à son environnement et non pas forcément de focaliser que sur l'individu sans voir évidemment qu'il a un entourage, qu'il a un environnement, quel qu'il soit et que tout ça va avoir évidemment son importance. Il y a aussi d'autres choses notamment dans la construction de la réalité, on va voir plutôt dans la psychologie cognitive, qui sont issues un petit peu de la même époque et qui reviennent aussi un petit peu souvent. Notamment 2 choses, la notion de construction de la réalité selon Paul Václavic. Donc pour lui, il existe 2 types de réalité. Il y a la réalité de premier ordre, c'est ce qu'on appelle la réalité des propriétés physiques, des objets, des faits, des événements bruts. Elle est objective et évidemment vérifiable. Il y a un consensus de perception et en particulier une preuve ou une réfutation expérimentable, répétable, vérifiable, donc dans cette réalité de premier ordre. Et puis ensuite, il y a une réalité de second ordre qui va s'attacher plutôt à la valeur, à la signification, au sens attribué à la réalité de premier ordre, donc aux faits et aux objets. Elle est filtrée par le sujet, c'est l'ensemble de l'imaginaire, du symbolique, du réel. Et il dit à ce propos que le réel n'est pas la réalité, mais une représentation. Donc elle est liée à l'interprétation de la réalité de premier ordre. Elle est subjective et abstraite. Elle est de l'ordre de la communication. Donc ce que chacun nomme la réalité est en fait une réalité reconstruite à partir de ses filtres, de ses cadres de référence et donc évidemment subjective. Donc pour lui, il dit, «Il n'existe pas de réalité absolue, mais seulement des conceptions subjectives et souvent contradictoires de la réalité». Donc on a chacun notre monde, en fait, en construction, que l'on construit soi-même à travers nos filtres, subjectifs, et notamment à travers notre sensorialité et évidemment le corps. Il peut être aussi, dit, alors ça c'est pas Václavic qui le dit, il y en a d'autres, c'est, François-Gabriel Roussel, qui parle de réalité de troisième ordre. Donc elle repose aussi sur, les réalités de premier et de second ordre, mais ne permettent pas de distinguer, d'expliciter les imaginaires collectifs et individuels. Donc c'est-à-dire qu'on va aussi rajouter du collectif là-dedans, donc de la représentation collective. Donc et notamment, par rapport au monde virtuel. Donc et qui n'a plus aucun rapport avec la réalité de premier ordre. Heu, donc celle-ci, celle de troisième ordre, elle est plutôt virtuelle, interactive, voire expérientielle. Hem, Évidemment, la déconnexion avec la réalité de premier ordre, elle est totale, elle est connectée, quelque part virtualisée, mais déconnectée de la réalité tangible de premier ordre. Et puis il existe une réalité de quatrième ordre, qui représenterait la réalité psychique individuelle propre à chacun, donc encore plus éloignée de la réalité du premier ordre que les autres. Donc pour lui, il nous dit: «Cette approche permettrait de distinguer dans la même grille terminologique élaborée à partir de celle de Paul Václavic, des réalités physiques, des réalités conventionnelles collectives, des réalités virtuelles et enfin des réalités individuelles». Donc peut-on encore parler de la réalité, qu'elle soit médicale ou ostéopathique? La réalité, évidemment, elle est éminemment subjective, parfois collective, on l'a vu. Donc il va falloir faire la distinction de tout ça et notamment par rapport au sujet. Donc on revient sur des modèles corps-esprit, les modèles incarnés, d'énaction qu'on retrouve chez Damasio, qu'on retrouve chez Francisco Valera, qu'on retrouve chez Carl Rogers. Donc l'intervention, thérapeutique sur un sujet bien donné avec ses représentations et à distinguer aussi des représentations, du thérapeute qui lui fait face et qui sont complètement différentes. Par extension, on peut aller un peu plus loin sur des modèles, qui sont plus anthropologiques, qu'on retrouve avec la notion, d'Umwelt. L'Umwelt, c'est quoi? C'est l'environnement sensoriel propre à une espèce ou un individu, c'est-à-dire qu'en gros, son monde propre.
Donc à la croisée des chemins entre évidemment biologie, communication, sémiotique, donc chez à la fois l'humain, évidemment le non-humain. C'est ce qu'on trouve chez Jacob von Exkull. Et la notion aussi de mondiation, chère à Philippe Descola, anthropologue aussi, lui qui parle évidemment de monde propre aussi à l'individu, à l'humain, au non-humain, voire même ce qu'il a expérimenté évidemment dans l'anthropologie ici chez les Achuar en Amazonie, des mondes qui appartiennent aussi évidemment aux espèces animales et aux espèces végétales. Il y a aussi évidemment, pure psychologie cognitive, la notion de notre cinéma intérieur. Ça, c'est propre à Lionel Nakache, qui dit que notre cerveau, évidemment, c'est une boîte noire en relation indirecte avec le monde qui nous entoure, qui produit des fictions subjectives qui vont faire sens à nos yeux, et pas qu'à nos yeux d'ailleurs, à tout notre cerveau. Donc, dans ce qu'il dit dans son livre Le cinéma intérieur, chez Odile Jacob, donc, ces fictions prennent tout leur relief lorsqu'elles visent les questions qui nous sont les plus chères. L'amour que nous portons à nos proches, les idées que nous nous faisons à partir de notre sujet, notre vision du monde, de la société, des autres, de Dieu, de l'art, de la science, nos sentiments, le sens de l'existence, nos fantasmes, nos complexes, nos problèmes, nos espoirs, nos croyances les plus variées, notre imaginaire, nos rêves, etc. Alors qu'est-ce que ça donne aussi évidemment pour le thérapeute, pour l'enseignant, pour le chercheur? Donc tout ça, il y a des modèles d'entretien qui sortent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire, une anamnèse relativement précise, centrée non pas sur le patient, mais plutôt sur sa pathologie. Heu, donc il y a des entretiens plus spécifiques qui nous permettent justement d'aborder le cinéma intérieur et la vision du monde de chaque patient. Donc il y a l'écoute active, chère à Thomas Gordon. Il y a l'entretien motivationnel, le modèle de Milner et Rollninck. Il y a l'entretien d'explicitation, le modèle de Pierre Vermersch. Issu de cet entretien d'explicitation, il y a l'entretien micro-phénoménologique avec le modèle de Claire Petit-Mangin sur la présence ou l'expérience intuitive. La présence thérapeutique aussi, le modèle de Geller et Greenberg. Et puis, il y a d'autres, le co-développement qui sont plus utilisés, donc pas dans la recherche, mais plutôt dans le coaching, de Claude Champagne. Je vais refaire des vidéos chacune pour justement préciser ces modèles d'entretien et en quoi ils pourraient être utiles pour nous en tant qu'ostéopathe ou en tant qu'enseignant, justement pour essayer d'expliciter des choses beaucoup plus précises vis-à-vis des patients.